Bonjour, soyez les bienvenus. On s'attaque à présent avec notre invité à un sujet assez complexe et très sensible, mais on va essayer d'en parler dans les grandes lignes de manière claire et limpide. Puisqu'avec Héloïse Le Simple, qui est chef de projet Affaires publiques au Shift Project, on va parler de l'idée de décarboner la culture. Oui, mais comment? Et à quoi ça sert? Et pour quelles raisons? Etc. Le temps de rappeler, Héloïse, que le Shift Project est un laboratoire d'idées, un think tank qui appelle à modifier la société française en profondeur devant l'urgence climatique. J'ai à peu près dit les choses dans le bon ordre? C'est ça. L'idée, c'est un think tank énergie-climat qui vise à transformer en effet en profondeur notre économie pour qu'elle s'aligne avec les accords de Paris et donc réduise de plus de 80% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et vous réfléchissez à tout cela sous l'angle par exemple de la mobilité, de la santé, etc. et de la culture, et on va parler culture aujourd'hui. Votre plaidoyer, c'est de dire quoi? La culture est en danger si on ne fait pas bouger les lignes rapidement? L'idée, c'est d'aborder justement cette question sous deux angles. D'abord, la question de l'impératif, comme tous les autres secteurs de l'économie, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour que notre atmosphère ne se transforme pas en poubelle atmosphérique de nos gaz à effet de serre. Donc, de réduire ces émissions. Et de l'autre, de prendre en compte en fait la deuxième vague, c'est-à-dire la raréfaction de nos énergies fossiles, le fait qu'il faut réduire nos consommations énergétiques et changer de vecteur énergétique, se décarboner pour être résilient face justement à cette double contrainte carbone, d'un côté le climat et de l'autre le problème des énergies fossiles. En disant que la culture peut être vulnérable devant l'urgence climatique, les changements sans précédent, et en même temps à l'origine de ces changements, d'une partie de ces changements. Mais en fait, elle est vulnérable parce qu'elle est dépendante de secteurs qui sont très consommateurs d'énergie fossile. Les bâtiments, très énergivores, la mobilité. Un spectacle dont on parle aujourd'hui, ça se déplace, ça ne reste pas à un endroit. Les théâtres, c'est des bâtiments, les scènes aussi. Dans la culture, tout le monde mange, donc on est aussi dépendant de l'agriculture. Et donc, en fait, la culture, quelquefois, ne comprend pas en fait, sa vulnérabilité. Et on l'a vu à travers par exemple, des événements comme le Covid, que la culture était à risque, ou encore à l'automne, avec l'explosion du prix du gaz, de sa dépendance. C'est-à-dire qu'une scène nationale ne pouvait pas à la fois payer ses salaires et payer sa facture énergétique qui avait triplé. Est-ce qu'il y a des champs culturels plus faciles à décarboner que d'autres ? En fait, il y a des gestes immédiats qui ne transforment pas les métiers des acteurs culturels. Par exemple, proposer une alimentation décarbonée, végétarienne, en tout cas moins carnée, et donc parce que la viande a un bilan carbone qui est bien supérieur aux légumes, pour le faire de façon très simplifiée, ça ne transforme pas le métier des acteurs. Pourtant, ça a un impact sur la réduction de leur empreinte environnementale. Ou tout simplement passer, plutôt que prendre une voiture, prendre le train. Il y a des choses qui ne transforment pas le métier, mais qui transforment l'impact. Le Shift Project, vous avez publié en novembre 2021 un rapport assez conséquent, 200 pages, avec pas mal de recommandations. Donc il y a par exemple relocaliser les activités. Ça veut dire quoi ça, relocaliser? Parce que la culture, on aime bien quand même aller au-delà des frontières, on aime bien sortir de chez soi. C'est justement de penser à l'impact qu'a un spectacle sur un territoire. C'est-à-dire que quand un spectacle, par exemple, vient jouer sur un territoire, d'essayer de penser local, c'est-à-dire d'avoir le fournisseur catering qui soit un acteur du territoire, pareil pour la technique, pareil pour le matériel, de penser en fait valorisation de ce spectacle dans le territoire, ou de lui organiser une tournée locale, de faire de l'action culturelle dans des lycées, dans des MJC qui sont dans le territoire, d'éviter d'être dans l'événementialisation de la culture et d'envoyer un spectacle le lundi à Londres et le mardi au fin fond de la Grèce. Voilà. Ralentir. J'avais relevé aussi, il y a cette suggestion, il faut ralentir. Alors qu'est-ce que ça veut dire là encore? Est-ce que c'est moins de déplacements, en finir avec des rythmes effrénés? C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire
Être dans la surproduction, la suraccélération, ce n'est pas durable. C'est déjà pas durable pour les équipes parce que c'est des rythmes qui sont difficiles à vivre en fait pour le bien-être des êtres humains qui sont dans ces tournées. Mais c'est aussi pas durable d'un point de vue environnemental parce que ça implique une mobilité toujours plus rapide, toujours plus énergivore et ça implique forcément en fait des déplacements de production qui sont difficilement soutenables. Vous attirez également l'attention sur les échelles. Il faut, dites-vous, diminuer les échelles. Ouais. C'est quoi? C'est des jauges plus petites, plus près du cœur, plus près du public? Ce que montre le rapport, c'est que plus l'événement est grand, plus son impact est important. Et que si vous faites un événement de 300 000 personnes, il aura un impact qui sera beaucoup plus important que 10 événements de 30 000 personnes. Alors comment on explique ça? C'est le gigantisme, la surenchère? C'est ça. C'est-à-dire que quand vous faites un festival qui accueille 300 000 personnes, vous devez aller chercher vos spectateurs de plus en plus loin. Donc ils viennent, ils ne pourront pas se déplacer forcément en train facilement, donc ils prendront soit leur voiture, soit ils viendront en avion, qui a un impact carbone qui est bien plus élevé que le train ou même que la voiture en covoiturage. Et par ailleurs, vous allez devoir faire venir des artistes aussi à dimension de plus en plus internationale qui ne passeront pas forcément autant de temps dans le territoire et qui viendront pour une date. C'est-à-dire qu'en fait, tout grossit. Les infrastructures, les spectateurs qui viennent de plus en plus loin et les artistes qui viennent aussi de plus en plus loin. Autre point que vous mettez en avant, l'éco-conception. Bon, bah là, on imagine un peu ce que ça veut dire. Réduire, par exemple, l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique des œuvres. Ça en fait partie. Bah, par exemple, typiquement, dans les arts visuels, c'est un impact qui est énorme, mais aussi dans le spectacle vivant. Donc, il y a la scénographie. Ou forcément prendre des matériaux qui sont recyclés, prendre des matériaux recyclables et adapter ces pratiques pour que ces matériaux soient recyclés. C'est souvent des choses qui doivent se penser en fait en amont des productions. Parce que c'est des façons de construire particulières et c'est aussi un budget en fait de recycler son décor et ça doit se penser donc au tout début de la création et doit être en fait intégré à l'amont dans le budget des productions. Alors dernière grande proposition que vous faites, renoncer. Renoncer à quoi? Alors j'ai vu renoncer au groupe électrogène trop gourmand par exemple. Bon. En diesel. Voilà, notamment. Stopper la course au format toujours plus volumineux dans le streaming. Alors ça concerne évidemment l'image et la musique. C'est quoi? Est-ce qu'on peut donner quelques repères entre un fichier HD et un fichier 8K? Alors là, j'ai pas les chiffres en tête, mais il faut savoir en fait que c'est exponentiel. Plus votre définition est grande, et plus ça va être très consommateur d'énergie et ça va avoir un impact environnemental très fort parce que ça va faire tourner en fait tous les serveurs d'hébergement. Ça va demander en fait beaucoup plus de place. Il faut que ça passe dans des tuyaux qui sont beaucoup plus gros. Et donc en fait, il y a toute une chaîne derrière l'écran que vous voyez qui a un impact environnemental qui est considérable. Avec des serveurs et qui n'est pas forcément utile. C'est-à-dire diffuser une vidéo YouTube en 5K, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, en fait, on part toujours du principe que c'est le plus haut format qui doit être diffusé. Et qui est un argument pour des prises d'abonnement parfois en direction du grand public. Oui, alors qu'en fait, il y a une réflexion sur les usages qui est fondamentale parce qu'en fait, on n'a pas besoin de ces formats-là, mais en général, l'usager et tout un chacun ne se rend pas compte toujours de l'impact environnemental que ces formats numériques ont sur notre environnement. Est-ce qu'il y a déjà des artistes et des professionnels au sens large qui s'engagent là-dessus, sur ces propositions ? Oui, il y en a beaucoup. Après, c'est difficile d'agir seul. Le rapport, il parle quand même d'une transformation qui est systémique et qui demande en fait une transformation profonde de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça que les premières mesures qu'on pousse, c'est la formation sur ces enjeux énergie-climat de la part des acteurs culturels et des politiques publiques très engagées qui en fait impulse cette transformation en profondeur. Et est-ce que c'est le bon moment de décarboner la culture en ce moment, devant toutes les crises, pénurie de main-d'œuvre, hausse des coûts, etc. etc. C'est pas que c'est le bon moment, c'est que si on attend trop, on n'y arrivera pas. C'est une course contre la montre. Le climat ne nous attend pas pour se dérégler. Et l'Europe, qui n'a pas forcément des ressources énergie fossiles sur son territoire, sera un des premiers continents en fait, à en manquer. Donc,
il est urgent en effet de se décarboner. Merci beaucoup Héloïse Le Simple d'être passée nous voir. Et on renvoie donc au Shift Project, à la lecture de ce rapport, 200 pages. Ça se lit très rapidement et c'est très concret. D'autant qu'il y a pas mal d'entrées selon le secteur dans lequel on travaille. C'est pensé sectoriel, c'est pensé comme un guide. Voilà, c'est pas pensé comme une lecture de chevet. Il faut s'en servir comme d'une référence, aller chercher en fait là où on a besoin de l'information. Et à pas hésiter à solliciter en fait tous les acteurs de cet écosystème, Arviva. Il y a beaucoup de gens engagés qui ont beaucoup de ressources à partager sur cette transition écologique du spectacle vivant. Encore merci d'être passé nous voir ici au BIS 2023 à Nantes. On peut revoir cette interview sur les réseaux sociaux et sur le site internet, mais avec un petit débit, on l'a bien compris. On ne va pas demander la 4K, même pour vous. Merci encore et puis à très vite pour un prochain plateau. Merci beaucoup.